Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Uppy. Uppy, c'est marqué juste là sur l'écran, UPY, numéro 9 déjà, de Uppy. Uppy, c'est l'émission des startups et de la nouvelle économie. On va avoir les deux ce soir comme d'habitude, avec un joli plateau. Uppy, c'est un podcast qui est disponible sur iTunes depuis très peu de temps en fait, mais maintenant vous pouvez télécharger cette émission, la regarder tranquillement, en petits morceaux, par petites touches, tous les matins, vous en faites 2 minutes. Il paraît que c'est très bon pour la santé, les médecins le recommandent. Et puis il y a également un hashtag Uppy TV. Uppy TV, comme d'ailleurs le compte Twitter de Uppy que vous pouvez suivre. Vous pouvez réagir en direct pour cette émission. Alors évidemment, la première est en direct et toutes les autres sont rediffusées. Donc là, on est en direct pour le coup le 3 décembre et on va avoir l'occasion de parler comme d'habitude avec Ilan Beacera depuis Palo Alto. Salut Ilan, quel joli casque, ça va ? Salut à tous. Oui, j'ai investi dans le casque. Oui, alors là, c'est histoire que ça se voit, mais là, ça se voit, c'est bien. J'entends bien, écoute. Ilan qui fait des allers-retours, il était à New York il y a quelques jours, cette semaine, et puis reparti du côté de Palo Alto. On va parler également avec Marie Sepcha. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce qu'on vous voit ? Voilà, on vous voit bien. Ah oui, joli. Alors le casque très discret cette fois-ci. Ouais, c'est les différences entre la classe masculine et la classe féminine. Petit message pour Ilan. Et ah ben voilà, tout le monde est là, ça c'est parfait. Marie, vous êtes la directrice des presses électroniques de France. On connaissait les PUF, les presses universitaires de France. Il existe désormais les presses électroniques de France. Vous allez nous raconter comment tout ça s'est mis en place dans un tout petit instant. Et puis on parlera avec Grégoire Charles de Socorpo. C'est une histoire que j'aime bien, Socorpo. Parce qu'il fallait vraiment y aller. Salut Grégoire. Moi j'ai un casque un peu intermédiaire du coup. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un garage ? C'est vraiment, vous êtes en mode garage là chez Socorpo ou... Non, je suis à la Pépinière 27, qui est une pépinière d'entreprise située à Paris dans le 11e arrondissement. Ok, ça a l'air sympa en tout cas. C'est très sympa, on est une soixantaine de startups et ça se passe plutôt bien. Bon, il y a les tuyaux de chauffage juste au-dessus, donc tout va bien. Apparemment, vous n'allez pas mourir de froid tout au long de cet hiver. Tiens, pendant qu'on est avec vous, Socorpo, en 2 mots, c'est quoi la baseline ? Socorpo, notre baseline, c'est de dire que vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Et voilà. Concrètement, on est une plateforme qui permet aux marques de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux grâce à leurs collaborateurs. Bon, l'idée géniale de Socorpo, qui fait aussi parfois parler, un petit peu, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'on peut inciter ses collaborateurs à retweeter, à liker tout ce qu'on produit en matière de communication externe sur les entreprises. Et à chaque fois, évidemment, si on a 200, 300, 500, 1000 collaborateurs qui retweetent ou qui likent, ça accélère très très légèrement la communication sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est vertueux, est-ce que c'est pas vertueux ? On en parlera ensemble dans un instant. En tout cas, c'est une superbe idée et vous avez déjà des beaux clients parmi des grosses boîtes du web notamment. On parlera également avec Marie, Marie Sepcha, des presses électroniques de France, qui en fait est un éditeur 100% numérique, qui est vraiment multi-support. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, il y a déjà beaucoup de productions qui se font, mais avec, on va dire, à côté des presses traditionnelles ou des éditeurs traditionnels. Vous avez vraiment voulu être 100% web. C'est quoi le constat de départ de PEF, on va pas l'appeler comme ça, mais enfin des presses universitaires de France ? Les presses électroniques de France, vous voyez, je me trompe déjà. Allô ? Oui, est-ce que vous pouvez me dire quel est le constat de départ qui vous a fait démarrer ça ? Alors en fait, nous, c'est vrai qu'il existe pas mal de plateformes de ce type sur le marché, mais nous, l'idée des presses électroniques de France, c'était de se positionner vraiment sur des segments de marché qui n'avaient pas été exploités jusqu'à maintenant. D'où 5 collections thématiques, donc très très spécifiques. Très culturelles en fait. Qui sont les scénarios de films, les pièces de théâtre, la poésie, les ouvrages universitaires et les livres d'art. Il faut savoir que donc vous éditez des livres qui sont en format numérique, en format e-pub et sans DRM. Alors, exactement. Sans DRM, déjà, c'est un tel bonheur à entendre à l'oreille, que ça sonne bon pour ce que vous allez nous raconter tout à l'heure, avec donc les presses électroniques de France. On va démarrer dans 2 secondes avec Ilan, le temps quand même de saluer Benjamin Vincent, qui est de l'autre côté de la vitre. C'est lui qui réalise Demain de Maître. Je suis sûr qu'il a un micro. Ça va, Benjamin ? Salut Bertrand, c'est un plaisir de te retrouver comme tous les 15 jours sur Watch, avec tes amis. Avec mes amis. Bon, les amis, on y va. On parle de ce qui se passe du côté de l'actu américaine avec Ilan. Ilan, on va parler de drones pour commencer. Les drones d'Amazon. On se demande vraiment si c'est quasiment pas un gag, cette histoire-là, franchement. Et pourtant, apparemment, Amazon a fait une vraie vidéo. Ils en ont fait une. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'intéresser à ça. On sait que les drones, c'est le gros truc à la mode. Mais de là à faire livrer son paquet de pâtes ou ses chaussettes par un drone ou la montre qu'on a achetée sur Amazon, c'est quand même... Est-ce que c'est un gag ou est-ce que c'est sérieux ce qu'il a raconté Jeff Bezos sur cette histoire-là ?
Juste un gros coup de presse. C'est un gros coup de pub. Voilà, ils ont annoncé ça le dimanche, donc la veille de Cyber Monday, Ouais. qui était donc hier aux États-Unis, lundi 2 décembre. Et aujourd'hui, Amazon évidemment a beaucoup de concurrence pour Cyber Monday. Et il s'est dit, tiens, quel est le meilleur moment pour annoncer les drones? Et en fait, ça s'est passé sur une émission de télé très connue aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent de Capital en France, qui s'appelle 60 Minutes. C'est là-dedans où il a parlé des drones et ça a fait un buzz exceptionnel. Et j'imagine que ça a impacté leur vente considérablement hier. Donc alors après, est-ce que c'est un gag ou pas? C'est pas un gag, mais en tout cas, c'est pas du tout disponible aujourd'hui, parce qu'ils ont dit qu'il serait prêt en 2018. Tu vois, donc aucune raison de l'annoncer. Ouais, mais j'ai vu une boîte qui annonçait qu'elle démarrait dès mars ou avril prochain, des livraisons comme ça. Évidemment, il y en a qui surfent un petit peu sur le buzz. Enfin, franchement, il faudrait des millions de drones qui se baladent. D'ailleurs, ça ferait beaucoup de collisions de drones, j'ai l'impression, quand même, cette histoire-là, parce qu'ils ne sont pas équipés de radar, les drones. Ils suivent un chemin, mais ils ne connaissent pas les autres drones, donc des gens se prennent des drones sur la figure en permanence. Et je crois qu'en France, il y a des problèmes de législation, tout simplement. On n'a pas le droit de transporter des colis très lourds avec ça, ou des choses un peu lourdes. On prévoit le fait que ça peut évidemment tomber sur la tête de quelqu'un, notamment sur les villes. Donc ça semble quand même complètement fumiste, cette histoire-là. Même si ça fait rêver, parce qu'évidemment, on mettrait ça dans un film futuriste avec un drone un peu plus design qui amène le colis, ça pourrait être rigolo, mais bon, là on est loin quand même. Ouais, non, on est très loin de la réalité. Perso, j'aimerais pas vivre dans ce monde. Mais tu vis dans ce monde-là, mon garçon, parce que c'est quand même ce qui risque de se passer dans peu de temps. Ouais, non, j'ai du mal à y croire. Hein. J'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense vraiment qu'ils travaillent dessus, parce qu'il faut pas oublier qu'Amazon, avant tout, c'est une boîte de logistique, donc c'est leur priorité numéro 1 d'améliorer l'accès aux consommateurs. Et aujourd'hui, Amazon travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent Same-Day Delivery, et je pense qu'ils s'amélioreront d'année en année. Maintenant, le drone, voilà, c'était juste un super coup de pub. En tout cas, c'est rigolo. On verra s'il y en a qui se lancent là-dedans. Il y avait même des vidéos qui ont été faites, des types qu'on vous dit on va vous livrer vos pizzas avec un drone. Tu parles. Ça va être vraiment sympa. Et alors, en plus, moi j'ai pensé à l'esprit français, parce que l'esprit français étant un esprit très très légèrement frondeur et particulier, je me suis dit, si on commence à livrer des choses avec des drones, il va y avoir nécessairement des gars qui vont s'amuser à faire du tir au pigeon avec des fusils. Et le grand jeu serait de descendre des drones, évidemment. Ça, c'est sûr qu'on peut trouver des petits malins qui vont s'amuser à ce jeu-là. Ça finirait par coûter très cher aux boîtes qui lanceraient le truc. Hein. Bon, on va faire un petit sondage rapide. Ça va être un sondage sur un panel absolument colossal, c'est-à-dire celui de Marie et celui de Grégoire. Vous y avez cru à cette histoire de drone ou pas, Grégoire et Marie? Est-ce que vous aviez entendu parler de ça déjà? Est-ce que vous y aviez cru? Et le silence qui s'installe, c'est encore du bac. Hein, donc... Marie, vous êtes là? Ah, elle est partie, Marie. Donc, moi, je suis là, sinon, mais je laissais parler Marie en premier. Non, on va parler à Grégoire. Grégoire, est-ce que vous y avez cru à cette histoire de drone? Très honnêtement, pas vraiment. Je crois que La Poste avait fait à peu près la même OP il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Ils sont sortis exactement la même idée en promettant que les courriers allaient être livrés grâce à des drones. Voilà, effectivement, c'est une belle OP, une belle opération de communication. J'attends la prochaine marque qui va refaire la même chose finalement. J'attends de savoir qui ça va être, quelque part. Ceci dit, on va garder quand même cette émission en stock, parce que dans 10 ans, ça pourra faire marrer. On se dira, tiens, finalement, ça nous faisait marrer, mais ça existe. On voit des drones qui passent comme ça et qui vont livrer des choses. Vous y avez cru, Marie, vous, à cette histoire ou pas? Franchement, je me suis dit, Amazon est capable de tout. Ils sont capables d'aller jusque-là. Après, c'est vrai que ça paraît quand même un peu étrange. D'aller jusqu'au bout de la démarche, mais avec beaucoup de circonspection. Ça vous a pas surpris plus que ça de la part d'Amazon, qui c'est vrai, une boîte qui est quand même inventive, et le drone en ce moment c'est vraiment le truc. Il va y avoir le web à Paris dans quelques jours, et moi je donne ma chemise, la bleue, enfin je l'ai à Paris en tout cas, il va y avoir du drone de partout. À mon avis, dans le web ça va tourner avec du drone, ça va filmer avec du drone, on va en voir pas mal. Alors après il y a des problèmes d'autorisation, mais sur des petits drones, et on en trouve à 150 € des drones avec des caméras à l'intérieur. Si vous avez envie de vous amuser, franchement c'est absolument génial. Ça c'est des tuyaux que m'a donné notamment Eric Dupin, qui est celui qui a monté Dronestagram, qui fait un carton absolument planétaire. Eric Dupin,
de Presse Citron, qui est passionné de drones, qui passe tous ses week-ends avec des drones, et avec Dronestagram, il récupère des photos de drones qui ont été prises dans le monde entier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de production aujourd'hui, 150 € pour vraiment s'amuser. L'image n'est pas top, mais ça permet quand même d'aller survoler le jardin de son voisin. Bon, quel est l'intérêt de survoler le jardin de son voisin? Ça, c'est à chacun de répondre. Allez, on parle d'autre chose, de son voisin peut-être avec lequel on va communiquer via Tinder. Tinder, c'est le carton absolu. C'est vraiment, alors là, c'est un phénomène en France, ça commence à prendre vraiment partout dans le monde, mais c'est un phénomène incroyable aux États-Unis, Tinder. Incroyable. En fait, ça cartonne en France depuis quelques semaines à peine, parce qu'ils sont passés sur France 2, je crois. Ah, c'est pour ça. Dans une émission qui s'appelait Complément d'enquête, sur les applis mobiles, entre autres. Et depuis ça, en fait, ça a été... c'est devenu assez gros sur l'App Store. Et donc, en gros, Tinder, c'est une appli de rencontre, de dating, mobile, donc Android et iPhone, nouvelle génération, hyper rapide. Et en gros, on te montre une photo, donc si tu es un garçon d'une fille, et puis tu peux swiper en disant, voilà, je like ou je like pas. Et si tu likes, la fille en retour te like, on te met en relation. Alors ça s'appuie sur les amis des amis du Facebook, d'une certaine façon, c'est un peu ça, mais plus large. Ça s'appuie sur le profil Facebook, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des concordances aussi de présentation avec Facebook, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, ils se servent de tout ça. C'est ce qui fait le démarrage de l'appli assez rapide et que tu rentres dedans. Et moi, je m'en suis aperçu ici, en fait, avec... chez Jive, le nombre de personnes qui sont sur Tinder, c'est impressionnant. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler la première fois il y a quelques mois. Je crois qu'il y avait 50 millions de personnes qui étaient inscrites sur Tinder au mois de mai dernier. Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, mais c'est absolument incroyable. Et en France, c'est en train de prendre vraiment. Et c'est en train même de concurrencer carrément les sites de rencontres un peu traditionnels sur les PC qui prennent un coup de vieux tout d'un coup, parce que finalement le téléphone c'est pratique, on est là, on se rencontre plus facilement. Et ce qui est marrant, c'est que l'utilisation n'est pas du tout la même aux États-Unis qu'en France. En France, ça devient un site de rencontre d'un soir, beaucoup. Alors que aux États-Unis, on est dans la recherche amoureuse quand même. Apparemment, en tout cas, c'est le discours officiel. Ouais, ça c'est sur le papier, je pense. Ouais, sur le papier, sur le lit en tout cas. Ouais, voilà. Voilà, dans ton appart, quoi. Non, je sais pas si c'est très différent, honnêtement, parce que le concept de l'appli est quand même, je cherche une rencontre rapide, il y a très peu de profils, enfin on te montre une photo, quoi. Donc si tu veux vraiment rechercher l'amour éternel, je sais pas si une photo te suffit. Non, c'est vraiment mise en relation, c'est très local, l'exécution est juste parfaite et c'est ce qui fait que ça explose, quoi. Vous avez entendu parler, Marie et Grégoire, de Tinder, vous l'utilisez ? Marie ? Moi, j'en ai entendu parler, mais je ne l'utilise pas à titre personnel. J'ai pas eu l'occasion de vraiment creuser le sujet. Parce que apparemment, on peut l'utiliser pour des rencontres à dimension amoureuse, sexuelle, pourquoi pas, mais aussi pour des rencontres tout court. Quand on arrive dans une ville, la patronne de Tinder vend bien son truc, évidemment, elle le vend à l'américaine aussi, et elle explique que quand elle vient à Paris, par exemple, elle prend ça, et puis très rapidement, elle se retrouve avec 30 ou 40 personnes qui veulent communiquer avec elle, et qui veulent boire un coup, manger un morceau, et que ça lui permet de faire des rencontres sympas. Grégoire, Tinder, ça vous parle ou pas ? Oui, je connaissais effectivement. J'ai l'appli sur mon téléphone, je le reconnais. Par contre, je l'utilise pas pour faire autre chose que du dating en l'occurrence, parce que je ne vois pas trop rencontrer des amis avec ça. Et j'ai la particularité d'avoir un ami qui en l'occurrence est pas très loin de la pépinière, qui a développé lui un clone de Tinder, qui fait finalement exactement la même chose. Qui s'appelle comment ? Ça s'appelle Candy Shop, l'appli. Candy Shop. Ah oui, la promesse est loin du nom quand même. La promesse est dans le nom effectivement, mais qui pour le coup est un clone, mais jusque dans l'UI et dans le look and feel. Donc effectivement, j'ai du mal à voir dans quelle mesure ils vont pouvoir se dissocier, si ce n'est avoir la chance de récupérer plus d'utilisateurs plus rapidement que oui, alors ça va être compliqué. C'est comme ceux qui sont en train de faire des clones de Snapchat en ce moment, et je leur souhaite quand même assez bon courage. Et Tinder est en train de s'imposer, même s'il y a des cartons dans le même type qui se font, et notamment sur la communauté homo, notamment sur Paris, mais pas qu'à Paris, un peu partout dans le monde, avec une application qui s'appelle Grindr, qui est en train de faire, qui fait un véritable tabac, qui est vraiment une application de rencontre à dimension très très sexuelle et instantanée. Et il y a la même version pour les hétéros qui s'appelle Blender, et qui marche bien moins d'ailleurs, apparemment, que celle pour les homos qui s'appelle Grindr. Donc
Voilà, c'est Tinder, c'est la start-up qui va valoir combien de milliards, Ilan? 3 milliards minimum. Maintenant, dès qu'on commence à avoir un buzz, on passe à 3 milliards cash, en fait. Ouais, non, là, je sais pas si c'est 3 milliards, mais c'est du facile 1 milliard, ouais. Ça va être pas mal. Tiens, je connais une autre start-up, enfin un autre projet qui va valoir très très rapidement 1 milliard, moi. J'en connais un, il s'appelle Swifty, ça te dit quelque chose, non? J'en ai entendu parler. Ouais. C'est la chronique spéciale copinage, en fait, de ce Pi. En fait, tu m'as envoyé il y a quelques jours la proposition de tester une application que tu as lancée toi-même, qui s'appelle le Swifty, comme quoi il y a beaucoup d'activités chez Ilan. Et Swifty, en fait, ça ressemble un petit peu à ça. On a une toute petite vidéo, pendant qu'on parle, on va la montrer. En fait, c'est tout bête. Vous avez là, dans la barre de menu, quelque chose qui vous permet d'envoyer des messages. Vous avez votre carnet d'adresses qui est interfacé avec ça, et ça vous permet d'envoyer des messages selon le mode que vous voulez. Facebook, Twitter, Gmail. En clair, vous dites j'ai envie d'envoyer un message à telle ou telle personne, je tape son nom, et si j'ai ses coordonnées dans mon carnet d'adresses, si j'ai ses coordonnées, si je suis connecté avec elle, amie sur Facebook, si je suis followé par elle sur Twitter, ou si j'ai son mail, ce qui arrive souvent, et on a souvent les trois, ben je choisis tout simplement mon mode de communication, et ça va beaucoup plus vite qu'ouvrir une des applis. J'ai bien fait le pitch ou pas? Ouais, c'est exactement ça. Écoute, je précise, c'est pas une start-up, c'est juste un projet. C'est un projet, c'est une application en tout cas qui fonctionne. C'est une app, voilà, c'est une app sur le Mac App Store. J'avais le besoin moi-même parce qu'en fait, je retrouve tout le temps à avoir une dizaine de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur et tu penses toujours dans la journée à emailer quelqu'un ou envoyer un message à quelqu'un. T'as pas envie de réfléchir sur quelle application. En l'occurrence, moi, il y a beaucoup de personnes que je contacte via Twitter sur direct message ou Facebook private message. Et donc, j'avais imaginé cette petite application qui peut s'ouvrir avec un raccourci clavier. Commence à taper le nom de la personne et puis on lui envoie un message très rapidement depuis le menu bar, voilà, sans avoir à aller sur Gmail. Tout bête, fallait juste y penser. En fait, c'est les idées comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose carrément souvent la question de savoir, je lui envoie un mail, je lui envoie un DM, je lui envoie un petit message privé sur Facebook. La différence est fine. Il y a des moments de la journée où on envoie tel type de message, et c'est assez marrant de pouvoir faire comme ça le choix très très rapidement. En tout cas, ça s'appelle Swifty, vous pouvez le télécharger. SWIFTY. Tiens, on va s'offrir un autre truc après la séquence spéciale copinage, ce sera la minute Jean-Pierre Pernaut. Tu vous as entendu parler de ça aux États-Unis ou pas, la minute Jean-Pierre Pernaut? Non ? Pas du tout. Jean-Pierre Pernaut qui a vendu sur son plateau du 13h son propre livre. Eh bien, puisqu'il l'a fait, moi j'ai demandé l'autorisation au patron de cette chaîne de faire la même chose avec mon nouveau projet. Il n'y a pas de raison, d'autant que j'ai bien l'impression, Ilan, qu'on va te retrouver quelque part dans ce nouveau projet. Il y a même ton image qui va apparaître dans quelques secondes depuis New York. Monsieur Benjamin Vincent, le patron de cette noble chaîne qui est Watch TV, on peut faire un petit truc qui soit la minute Jean-Pierre Pernaut ou pas? Écoute, c'est vraiment parce que c'est toi, Bertrand. Le lancement était hier. Là, on parle de l'émission du 3 décembre en direct, dont le lancement le 2 décembre, le lancement est très très privé en fait. Et ce qu'on a mis en ligne, c'est simplement un teaser qui montre ce que peut être ce Digital Business News qui a été donc lancé hier, auquel je participe. Disclosure, comme on dit. Voilà, je suis clairement dans le projet. Mais j'ai envie de vous passer ça parce qu'on s'est fatigué à le faire et qu'autant le montrer un petit peu, ce teaser de Digital Business News. À tout de suite. En 2013, ce qui a marqué, c'est l'explosion de la consommation des applications. Les créateurs de start-up doivent-ils se précipiter pour lever des fonds? C'est la question que nous nous sommes posée. Si j'avais une baguette magique, on aurait 5 millions d'euros. J'ai sorti une appli météo qui est mortelle. Tout se passe ici, on est équipe actuellement on est 16, on recrute 14 personnes, donc on est une toute petite équipe, moyenne d'âge pour 24 ans. C'est Yossi Dan et je suis en direct de Tel Aviv. Salut à tous, je viens d'arriver à New York. On sera à la fois à Kuala Lumpur, à Singapour, au Cambodge, au Vietnam, en Chine, à Hong Kong, en Indonésie. Bonjour au sommaire de notre JT hebdomadaire, les derniers rebondissements de la bataille du reciblage. Pour moi, en 2014, c'est l'essor des objets connectés et leur communication avec le mobile.
Bienvenue dans la cachette parisienne du comédien Fred Testo. Suivez-moi. Je suis connecté partout, en tout point. J'ai installé donc des pots de yaourt partout et des fils. Et je suis relié et je réponds. Je compare souvent les entrepreneurs et des artistes. On a affaire à des gens qui portent vraiment leur projet et qui ont cette folie. Donc les hippies s'appellent Eric Schmidt et Sergey Brin. Moi je veux bien, bon, ils arrivent en hélicoptère à Burning Man. Si c'était à refaire, je le referais bien évidemment. C'est mon projet de vie. Et ça n'est pas donc fini. Je suis effectivement sur Twitter, sur Facebook et sur les prochains réseaux sociaux qui n'existent pas, que je suis en train de tester. Je peux pas vous dire parce qu'on n'a pas les noms encore. Voilà, c'était les 2 minutes, Jean-Pierre Pernaut, de cette émission Happy numéro 9, avec l'autorisation express de Benjamin Vincent qui était là hier soir. Tu veux dire un petit mot de ce que tu as vu ou pas En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va travailler ensemble entre Watch TV qui a largement couvert avec son logo, le logo DBN. J'ai failli l'enlever, tu vois. J'ai hésité pendant 4 minutes. Et DBN. Un petit mot mais d'abord, ça fait super plaisir de voir arriver un nouveau média. Ensuite, clairement, je pense que ce que vous allez faire avec DBN, ça manquait. Donc moi, j'ai hâte de voir et puis j'ai hâte de participer. J'ai hâte qu'on fasse aussi plein de choses ensemble, en tout bien, tout honneur évidemment. Et puis, je trouve que l'équipe est chouette. Entre toi, Thomas, et ceux que j'ai croisés hier soir, c'était un plaisir. Donc, welcome DBN. Bon, j'imagine qu'on fera des choses qui vont passer sur les deux. D'ailleurs, cette émission sera rediffusée et puis on aura l'occasion de venir sur ce plateau faire des choses. Enfin bref, la cohésion va se faire sur certains programmes entre Happy, Watch et DBN. Marie, vous êtes toujours là ? Oui, mais je n'ai plus d'image. Vous n'avez plus d'image, ça c'est terrifiant. Donc est-ce que nous on vous voit un peu ? Ah oui, non, on vous voit même plus du tout. Ilan, une petite information supplémentaire à rajouter, quelque chose qui s'est passé à New York de particulier, à part qu'il faisait très très froid cette semaine. Écoute, New York cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il y a le lancement du nouveau jeu de Mathieu Nous Arrête, Movie Pop. Oui, alors après Song Pop qui a été un carton absolument incroyable, et Movie Pop c'est avec les films en fait, il s'agit, c'est des blind tests en fait. Ouais, la même chose avec les films, et quand tu y penses, tu peux faire ça sur plein d'autres verticales. Absolument. Et je crois que les premiers chiffres sont déjà fabuleux. Donc, il la recommence. Ouais, et c'est des Français qui, à New York, là-bas, ont fait un carton incroyable avec Song Pop, qui est vraiment un jeu absolument génial et addictif. On se défie en ligne pour découvrir des chansons le plus vite possible. C'est des blind tests musicaux, et là, c'est des blind tests de cinéma. Ouais, c'est vrai qu'ils vont pouvoir développer ça, et j'espère qu'ils ont déposé tous les noms et tous les concepts pour pouvoir développer ce truc-là. En tout cas, une boîte française qui cartonne avec Mathieu, puis il y a son frère aussi qui est dans la boucle aussi, non ? Il est plus opérationnel depuis un moment dans la boîte. Ouais. Est-ce qu'on a retrouvé Marie ? C'est bon, je vous vois. Je vous vois. Marie, êtes-vous là ? Oui, je suis là. On reparle avec vous donc des presses électroniques de France. Alors c'est vrai que ça va être compliqué de ne pas avoir des personnes qui disent PEF de temps en temps, oui. Ou PEF, parce que c'est vrai que ça fait tout de suite référence, et vous l'avez imaginé depuis le début, aux presses universitaires de France, évidemment qu'on connaît bien. Histoire de dire que vous êtes quelque chose qui vient se situer dans un rapport de qualité avec l'édition. C'était ça aussi, les presses universitaires de France vont être sur la recherche et tout ce qui est universitaire. Vous êtes, vous, sur un domaine très culturel. Comment est partie cette idée-là de vous spécialiser 100% sur de l'édition numérique ? Disons que j'ai vu un marché en pleine émergence, mais avec pas mal de plateformes qui existaient déjà dans certains types de contenus. Donc l'idée a été vraiment de se dire, nous, on a envie de se positionner sur des segments de marché bien spécifiques avec du contenu différenciant et puis des droits qui sont peu, voire pas exploités pour ce type d'ouvrage. Donc notamment les scénarios de films. On est vraiment la première multiplateforme à proposer des scénarios de cinéma, donc aussi bien des films français
récents que des grands classiques du type Les 400 coups, La Grande Vadrouille, Ah oui, les grands classiques. Casablanca. Les grands classiques. Mais Voilà. qu'est-ce que devenaient ces scénarii auparavant? Ils n'étaient pas tous édités? S'il y avait quand même des maisons d'édition un peu spécialisées sur du papier pur. Oui, alors il y a quelques maisons d'édition. D'ailleurs, on travaille en coédition avec l'une d'elles pour la publication en ligne de ces scénarios. Mais il était très difficile de trouver en ligne, enfin d'avoir accès en tout cas à des scénarios de films français. Et donc, voilà, l'idée est venue de là aussi, de pouvoir proposer ce type d'ouvrage complètement méconnu du grand public et de donner accès donc, à ces ouvrages, enfin un accès facile et aussi à un prix attractif. Donc c'est vous qui avez fait la démarche d'aller voir ceux qui ont les droits, entre guillemets, Exactement. de ces scénarii, et de leur dire, voilà, on va organiser un petit peu tout ça, et on va créer un marché en ligne sur notre propre plateforme qui va permettre tout simplement d'acheter, je le disais tout à l'heure, en format e-pub, qui est le format un peu classique, et sans DRM, ces scénarii. Est-ce que le côté sans DRM, ça fait frémir dans les maisons d'édition ou chez les ayants droit? Alors oui, ça fait un peu frémir effectivement, mais nous c'est une position qui a été adoptée dès le départ par les presses électroniques de France, et c'est aussi pour ça que du coup on propose des prix assez attractifs et on pense que justement le fait de pratiquer des prix entre 0 et 5 euros dissuadera de toute façon le piratage, et puis on a envie vraiment de donner un accès privilégié, en fait il y a vraiment une notion de service dans notre démarche. Et le problème des DRM, c'est que la plupart du temps, ça empêche quand même quelque part la lecture confortable d'un ouvrage. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas. On voulait faciliter au maximum l'accès au lecteur et lui rendre la lecture le plus facile et agréable possible. Il y a donc 5 collections thématiques dès le lancement des presses électroniques de France. Le lancement s'est fait il y a vraiment très peu de temps, là. C'est vraiment une question de jours, de semaines. Oui, c'est ça. Le lancement date d'un mois. On a vraiment officiellement démarré début novembre. 5 collections thématiques, donc cinéma, on en a parlé avec les scénarii. Il y a du théâtre, de la poésie, il y a des livres à dimension universitaire, donc on n'est pas loin finalement des PUF. Et puis les livres d'art d'ouvrage, qui sont des livres pour le coup inédits. Donc comment est-ce que vous faites votre marché? Parce que ça, comment est-ce qu'on tout d'un coup on arrive dans un milieu dont on sait qu'il est un petit peu réticent à passer le cap du numérique aujourd'hui, et comment est-ce qu'on arrive à récupérer tout ça, sur les scénarios mais les autres, en disant voilà, on va créer le marché, il va se passer quelque chose. Quels sont les freins que vous avez dû rompre finalement pour arriver à faire ça? Alors, oui, il y a eu pas mal d'étapes dans ce projet. Déjà, il n'est pas toujours évident, même si les contenus, même si les droits ne sont pas réellement exploités, il n'est pas toujours facile de les négocier auprès des ayants droit, justement parce que ces droits ne sont pas très bien définis dans les contrats existants. Donc déjà, il a fallu rompre cette barrière-là et essayer justement d'aller un petit peu plus loin dans les chaînes de droits pour identifier qui détenait ou non les droits sur le contenu. Après, je travaille aussi au niveau du théâtre avec pas mal d'auteurs contemporains qui ont tous été édités auprès de maisons d'édition papier, mais qui avaient, disons, dans leur tiroir aussi beaucoup de pièces et beaucoup d'ouvrages qui ne trouvaient pas de place dans les maisons d'édition papier pour des questions de ligne éditoriale ou des questions de volume aussi édité. Et du coup, la rencontre avec nous leur a permis aussi d'entrevoir une possibilité d'édition beaucoup plus rapide, accessible et une diffusion aussi beaucoup plus importante que celle qui existe à l'échelle du papier. Et donc là, aujourd'hui, vous avez une plateforme que vous voulez la plus conviviale possible, évidemment, parce que ça, c'est le secret aussi. Lorsqu'on veut vendre des livres, il faut avoir une vente qui se fasse en one click, quasiment. Il faut que ça soit rapide. Il faut qu'on n'ait pas des temps de téléchargement énormes. Et surtout, il faut qu'on ait une forme de convivialité. Comment est-ce qu'on travaille la convivialité du livre, et surtout quand on a affaire à des livres d'art là, qui pour le coup sont le summum de ce qu'on aime toucher, appréhender avec le papier? Comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui soit un peu sexy au regard, pas au toucher évidemment, mais au regard? Alors là, on a travaillé à différents niveaux. Déjà, on a voulu une charte graphique très identifiée par collection. On a vraiment beaucoup travaillé sur l'esthétique des ouvrages. C'est vrai que contrairement à une librairie traditionnelle, il est impossible de faire la différence sur un format d'ouvrage, un type de papier, l'épaisseur du livre. Donc on a beaucoup travaillé les chartes graphiques.
Et donc, on a vraiment dédié un univers bien spécifique à chaque collection. Donc, vous verrez sur l'application, c'est comme si on avait en réalité 5 librairies numériques différentes. Et donc, on a aussi beaucoup travaillé sur l'éditorialisation des ouvrages. Donc, au-delà vraiment de proposer sur des étagères, de proposer des livres, on a voulu vraiment essayer de coller au maximum à l'actualité et de proposer des thématiques autour des ouvrages, d'orienter le lecteur vers tel ou tel auteur. On a aussi créé un blog de manière à faire connaître les auteurs. Voilà, on a voulu vraiment éditorialiser au maximum le contenu qu'on proposait. Et puis il y a une dimension de conseil qui est également là. Alors évidemment, quand on est dans le numérique, c'est du conseil comme en librairie, mais en version numérique. Et donc il y a un libraire virtuel qui se situe là. Est-ce que c'est vous le libraire virtuel? Est-ce que c'est votre équipe? Comment ça se passe concrètement, ça? Alors non, en fait, le libraire virtuel, on a essayé, en fait, on a travaillé avec une start-up en fait, pour intégrer ce libraire virtuel à notre plateforme. Donc ça, c'est vraiment unique en son genre. En fait, il ne s'agit pas de faire des recommandations liées au comportemental. C'est vraiment un libraire virtuel personnalisé qui se base sur certains éléments d'ordre plus personnel, disons, que veulent bien donner les internautes et qui ensuite fait une suggestion de 12 ouvrages. C'est de la recommandation pure en fait sur le profil. Ouais. En fonction d'un profil qui a été rentré. Donc il y a évidemment des éléments un peu objectifs et des éléments subjectifs qu'on demande à l'internaute. Bon, c'est un questionnaire très court malgré tout, mais autour des habitudes culturelles, des goûts, etc., qui permet de rendre justement la recommandation pertinente. Et c'est vrai que les résultats sont assez bluffants. Comment est-ce que vous financez tout ça au départ ? Alors au départ, on a été aidé, on a eu la chance d'avoir le soutien du Centre national du cinéma, du Centre national du livre et d'Oseo. Donc ça a été un bon début pour pouvoir sereinement démarrer le projet. Et autrement, c'est donc des business angels qui financent le reste du projet. Et vous êtes combien aujourd'hui à mener ce projet ? Alors, on est 2 salariés. 2 salariés, donc c'est vraiment un peu de monde. Donc, en fait, vous faites tout. Exactement. Ouais. Et il y a toute une brique technologique qui est importante ou pas sur la conception même d'une plateforme comme ça, avec un système de paiement. J'imagine qu'il y a un système de sécurité des comptes. Enfin, il y a des choses qui sont importantes là. Oui, bien sûr. Alors, c'est une plateforme qui finalement, d'un point de vue technologique, est assez standard, disons. C'est vrai que c'est une multiplateforme, donc on a à la fois un site web, une application et un back-office, mais autrement, ça reste assez standard. C'est pas technologiquement très innovant ni très compliqué. On va demander son avis à Ilan sur ce genre de projet-là, parce qu'aux États-Unis, évidemment, c'est là-bas que sont nées les premières tablettes, vraiment, je sais même plus comment on appelle ça, les tablettes pour la lecture, finalement. Marie, sauvez-moi. Comment on appelle ça ? Les e-readers, absolument. Oui. Et le marché est quand même plus mature aux États-Unis. Est-ce qu'il existe des projets un petit peu équivalents, multiples comme ça, Ilan, à ta connaissance, qui font des segmentations finalement dans l'édition et qui permettent tout simplement à des gens d'aller chercher des choses qui leur correspondent mieux. Au-delà d'Amazon évidemment, au-delà de tous ces grands vendeurs de bouquins. Oui, le problème c'est que dès qu'on pense à livres numériques, on pense à Amazon. Oui, ou à Barnes & Noble. Barnes & Noble dans une moindre mesure, mais c'est vrai qu'on pense à eux alors qu'il y a beaucoup de verticales, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de types de contenus qui seront jamais couverts par Amazon. Et effectivement, dernièrement, j'ai vu quelques startups qui s'intéressaient à ces autres types de contenus, à des autres types de e-readers. Moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que je pense qu'on n'est qu'au début de ce qui va se passer là-dessus. J'ai vu une startup passer qui s'appelle Glose, Glose, et qui a à peu près le même principe, qui va éditer aussi des livres un peu différents, sans donner trop de détails, et surtout qui rapporte une dimension sociale, par exemple à la lecture. On va pouvoir partager des annotations sur les livres, l'auteur va pouvoir aussi participer, répondre aux questions des lecteurs. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent là-dessus. Ça, vous connaissez Glose, Marie ? Non, pas du tout. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Là, vous avez en face de vous celui qui sait tout sur tout de ce qui se passe aux États-Unis. J'ai l'impression. Il faut aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais ce sont des marchés qui sont vraiment en train d'exploser ou pas aux États-Unis ? Est-ce qu'on dit toujours que ça y est, c'est mûr ? Est-ce que vraiment on a des chiffres probants sur ce marché-là aux États-Unis, Ilan ? Alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais je crois avoir vu dernièrement
Amazon vendait aujourd'hui plus de livres version Kindle que de livres physiques. Donc ça, c'est quand même un chiffre gigantesque. Ce qui est certain aussi, c'est que quand tu regardes dans le métro à New York, ou dans une moindre mesure parce que les gens sont tous en voiture, mais il y a énormément de Kindle. Les gens aujourd'hui sont clairement passés à l'ère du numérique dans les livres. Maintenant, est-ce que c'est vraiment rentrer dans les mœurs? Pas complètement. Je pense qu'il y a encore une grosse marge de progression, mais ça évolue. On voit même les enfants, aujourd'hui, ils apprennent à lire sur des tablettes. Donc, est-ce que le secret du développement de ce créneau-là, de ce secteur-là, c'est pas justement le fait d'avoir aussi le device qui va avec, et on en parlait, voilà, le reader, le e-reader de Amazon, qui est quand même vendu à un prix extrêmement dérisoire, parce qu'ils savent que derrière, ils vont vendre des livres, évidemment. C'est le même principe que le marché des imprimantes, par exemple. Et est-ce que finalement, c'est là que se situe l'intégralité ou la quasi-intégralité des ventes, Marie? Est-ce que c'est compliqué d'arriver à générer du chiffre via sa propre plateforme aujourd'hui? C'est un peu la question. Alors, oui, c'est assez compliqué d'émerger et de se faire connaître. Effectivement, je pense que l'idée n'est vraiment pas d'essayer de concurrencer des acteurs comme Amazon. Et nous, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment se spécialiser sur des créneaux qui n'avaient pas encore été pris d'assaut par Amazon. Mais nous serons malgré tout commercialisés sur cette plateforme à partir de 2014. C'est-à-dire malgré tout, c'est incontournable. Bon, donc vous avez la possibilité d'aller jusqu'où dans ce projet-là, en fait, concrètement aujourd'hui, c'est-à-dire d'ouvrir jusqu'à quel point les perspectives et notamment les collections thématiques. Et notamment, pardon? Oui, je vous entends. Oui. Marie? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Pour nous, les perspectives, en fait, c'est d'arriver à enrichir le plus possible notre catalogue d'ouvrages dans toutes nos collections, et de se diversifier encore au niveau de l'offre. Et d'ailleurs, on a prévu de lancer en début d'année prochaine encore une nouvelle collection autour de l'art de vivre et des fiches pratiques. Donc l'idée ensuite, c'est aussi de se développer sur Android. Pour l'instant, on a développé seulement une application Apple, mais en 2014, on a prévu de développer une application Android. Et puis, après, je peux pas tellement vous en parler pour le moment, mais on va aussi se diversifier vers un projet un peu plus technologique lié à la fabrication des ouvrages numériques, justement pour Est-ce qu'on peut imaginer que demain il y aura des ouvrages qui se feront vraiment en grande masse directement dans des formats numériques, qui ne passeront plus par une version, une pensée même du papier? Est-ce que ça se fait déjà, mais est-ce que ça peut prendre vraiment de l'ampleur là, ça? Des ouvrages pour lesquels il n'y aura plus d'édition papier? Oui, qui seront plus du tout pensés dans la pensée du papier au départ, mais qui seront vraiment fabriqués 100%, notamment les ouvrages d'art, dans des visions numériques, c'est-à-dire des ouvrages qui peuvent inclure finalement de la vidéo, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors l'EPUB enrichi est vraiment tend à se développer très très rapidement. Et il s'avère aussi que la tablette est aussi un device qui peut être tout à fait commode et en tout cas très adapté à un type de contenu. Ce qui est le cas, je pense, du livre d'art, effectivement, où la définition des tablettes rend la consultation et la lecture de ce type d'ouvrage vraiment impressionnante. Et voilà, pour ce type d'ouvrage, je pense que une édition numérique se suffirait tout à fait à elle-même. Bon, quand vous avez parlé à vos parents de ce que vous faites, vous leur dites quoi? Vous leur dites je suis éditrice numérique ou éditrice? Qu'est-ce que vous revendiquez en fait? Oui, on peut dire que je suis éditrice, effectivement, éditrice dans le domaine du numérique, c'est ça. Ça passe bien? Oui, tout à fait. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Vous restez avec nous, donc Marie, on va parler de Socorpo. Socorpo, on a fait un petit peu la baseline tout à l'heure. L'idée est assez simple finalement, ça va intéresser Ilan, il va pouvoir réagir sur le côté vertueux ou pas du principe. Socorpo, c'est pour les entreprises la possibilité tout simplement de faire appel à tous leurs salariés en leur disant participer un petit peu de notre vie sur les réseaux sociaux. On passe notre temps à publier des choses qui aident à faire l'image de l'entreprise sur Twitter, sur Facebook, notamment sur YouTube et ailleurs. Vous avez la possibilité, vous, de liker tout ça, de le retweeter, bref, de faire du buzz autour de ça, de démarrer un petit peu et d'avoir des chiffres qui sont un petit peu sympas. On va en parler avec Grégoire Charles, tout en voyant un petit peu ce que c'est, parce que ça, c'est des documents de démonstration qui se montrent, et on voit qu'il y a du Canal+ là-dessus. Grégoire, on va peut-être reprendre ce document juste après. Grégoire est avec nous? Grégoire, est-ce qu'il est là?
Oui, je suis là, tout à fait. C'est ce qu'on peut le voir. Ça m'arrangerait, on fait de la télé en fait, ça c'est plus pratique. Moi, je vous entends en tout cas. Donc l'idée, c'est vraiment une idée toute bête, c'est les boîtes dépensent un maximum d'argent pour avoir des gens qui produisent des contenus et qui alimentent en permanence des Twitter, des Facebook. Et derrière, quand on a 100 personnes qui ont reliké, c'est absolument un événement colossal, on sabre le champagne. Alors qu'en fait, il suffit de faire appel aux gens qui travaillent dans la boîte déjà pour lancer le buzz. Et vous avez pensé à ça en mettant une plateforme à disposition, parce que le premier constat, c'était que les salariés eux-mêmes ne savent pas en général du tout ce que fait la boîte. Ils s'y intéressent pas plus que ça. Et donc l'idée, c'est déjà de faire un lien entre les productions sociales de l'entreprise et la lecture des salariés. Alors, effectivement, le premier constat était de dire qu'aujourd'hui, et c'est particulièrement le cas sur Facebook, les marques, lorsqu'elles publient un contenu, ne bénéficient pas d'une visibilité optimale. En gros, elles sont victimes, alors on va parler essentiellement de Facebook, puisque c'est ce qui drive aujourd'hui 80-90% des préoccupations des marques, même si ça a tendance à évoluer. Facebook a mis en place ce qu'on appelle le EdgeRank, qui c'est un algorithme un peu comme l'algorithme de Google qui va permettre de segmenter les contenus pour trier les contenus qu'ils jugent intéressants, des contenus qu'ils jugent moins intéressants. Les contenus jugés pertinents et engageants vont être diffusés à beaucoup plus d'utilisateurs, en l'occurrence de la base fan de la marque, lorsque les contenus les moins engageants vont avoir tendance à ne pas être visibles, auquel cas l'administrateur de la page devra faire appel au format publicitaire de la marque, enfin de Facebook ou de Twitter ou de peu importe le réseau, pour pouvoir être visible de sa communauté. Donc c'est aujourd'hui c'est ce besoin-là, ce constat-là qu'on essaye d'approcher en disant aujourd'hui finalement plutôt que de payer des formats publicitaires qui vont vous permettre d'atteindre une base large de votre communauté ou de créer de la viralité sur vos contenus, pourquoi ne pas essayer d'engager vos collaborateurs dans votre stratégie social media, de leur faire créer de l'engagement sur vos contenus, alors sans pour autant basculer dans un côté un peu spamiesque vis-à-vis de son réseau, mais de créer de l'engagement sur les contenus pour les rendre pertinents et maximiser leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc très concrètement, la plateforme Socorpo, elle est à disposition donc des salariés qui peuvent voir tout ce qui est regroupé en fait en matière de production de contenu sur les réseaux sociaux de la part de l'entreprise. Ça leur permet déjà d'avoir un outil professionnel interne à l'entreprise sécurisé qui leur permet tout simplement de voir ça. Et ensuite, ils peuvent ou pas participer. Alors évidemment, on va les inciter, notamment par des systèmes de récompense. En fait, il y a un petit peu du couponing, il y a des badges, vous reprenez en fait tous les systèmes de récompense qui peuvent exister à droite à gauche, en disant il ne faut pas que la récompense ce soit évidemment une augmentation de salaire, a priori, sinon on n'est plus du tout dans le système vertueux. Déjà, on n'est plus dans la loi. Ouais. ça commence comme ça. Et déjà. On va essayer en même temps, on en connaît quelques-uns que ça gênerait moins. On va essayer d'y rester, mais oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Déjà, il faut savoir que le premier bénéfice et la première chose qu'on vend, nous, aux entreprises, c'est cette brique informative, justement. Vous en avez parlé. Avant même de vouloir engager les collaborateurs, notre propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment informés de ce que fait leur société sur les réseaux sociaux. Donc, le premier bénéfice et le premier produit qu'on propose aux entreprises, c'est déjà de centraliser et d'agréger à travers une plateforme et à travers un système de newsletter, l'intégralité de la communication de la marque sur les réseaux sociaux, quels que soient les réseaux. Donc on va tout agréger dans un espace unique et central, et derrière permettre d'informer les collaborateurs, soit directement via ce qu'on pourrait appeler un social wall, que on appelle en interne un corpo wall, on va dire, et derrière à travers une newsletter qui est envoyée à intervalles réguliers, de façon à informer les collaborateurs des actions de la marque. Derrière, une fois que cette brique informative est assimilée, l'idée c'est aussi effectivement d'engager les collaborateurs et de leur permettre ce coup-ci de connecter leurs propres comptes, leurs comptes sociaux personnels, donc Instagram, Facebook, de façon à ce qu'ils créent de l'engagement sur les contenus de la marque depuis Socorpo, ou en partageant les opérations événementielles, marketing, des vidéos, peu importe ce qui peut être partagé. On peut même imaginer partager des offres d'emploi. Donc aujourd'hui, vous avez Canal+, apparemment, qui fonctionne, qui est un bon client. À ne pas confondre, la démo Canal+, effectivement, est une démo, comme l'indique son nom, et n'est absolument pas un client avec lequel nous travaillons. D'accord, il n'y a pas de Canal+. Alors par contre, vous en avez des bons, des clients, donc on oublie Canal+. Je raye Canal+. Non, il n'y a pas de raison de les rayer, on les a rencontrés plusieurs fois, on est toujours en discussion. Il faut quand même savoir que c'est un produit qui engage une grande partie des collaborateurs au sein des entreprises. C'est pas si facile à déployer que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas sur un outil qui va uniquement concerner une population social média au sein de l'entreprise, mais on va concerner toute la société. En tout cas, une grosse proportion. Donc mécaniquement, ça prend un peu plus de temps à se déployer.
Aujourd'hui, on travaille avec des sociétés comme Groupon, comme Endemol, comme Trade Doubleur, comme Evaneos, comme YouPick, comme pas mal de sociétés de la Pépinière 27 également. On est en pourparlers avec des beaucoup plus grosses sociétés dont il est inutile de parler aujourd'hui, mais effectivement, on va dire des sociétés du CAC 40 essentiellement, qui voient en notre produit une bonne façon justement d'arriver à fédérer leur réseau de collaborateurs au sein d'un objectif commun pour aller dans le même sens. Et justement, il y en a qui pensent que finalement, ce que vous proposez, qu'il y a une vraie utilité, là, c'est évident, parce que c'est un accélérateur absolument énorme. On a un mal de chien à avoir 200 likes sur une production sur Facebook. Quand on a 2000 salariés, ça peut aller beaucoup plus vite, surtout si on leur file une petite récompense à la fin, qui peut être même un café, n'importe quoi. Mais en tout cas, ça peut être un phénomène d'accélération assez radical. Qu'est-ce qu'en pense Ilan, par exemple, de ce système d'incitation Ilan, en tant que patron, par exemple, est-ce que toi, en tant que patron, tu te serais senti de proposer ça à tes salariés en leur disant, voilà, il faut être un peu corporate, so corpo, c'est so corporate, hein, évidemment. On l'a même pas dit au départ, tellement ça semble évident lorsqu'on l'explique comme ça, le concept. Est-ce que tu aurais pu faire ça ? Alors, écoute, je trouve l'idée super. Moi aussi, tu vois, donc finalement on est deux. Ouais. Non, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'ai quelques commentaires et questions d'ailleurs. La première chose, c'est l'idée est bonne parce que moi, par exemple, je le faisais naturellement avec mon équipe. Quand on tweetait ou quand on postait sur Facebook des choses intéressantes, j'avais envie qu'ils le retweetent et qu'ils le partagent eux-mêmes. Ça se fait dans toutes les startups, on va dire, quand on est 10, évidemment, bah voilà, je viens de tweeter un truc, allez-y les gars, retweetez, quoi, c'est normal. Tu le fais naturellement, voilà. Donc c'est juste une façon d'automatiser quelque chose que beaucoup de boîtes font naturellement, mais quand c'est évidemment dans des plus grands groupes, c'est plus difficile, donc il faut l'automatiser, c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, la chose sur laquelle je me suis un peu buté là-dessus, c'est que il y a un risque de saturation des réseaux de tes employés parce que tu vois, on sait que tu bosses pour telle boîte, c'est sympa, une fois, 2 fois, mais au bout de 10 messages que tu postes sur Facebook qui concernent ta boîte, je pense que tu perds des amis et tu perds des followers parce que si on était intéressé par ta boîte, on suivrait ta boîte directement. Donc ma question là-dessus, c'est qu'est-ce que vous faites pour justement éviter parce que les employés, je comprends tout à fait qu'ils veuillent partager, surtout s'il y a de la gamification et des coupons, etc. Mais il faut que la qualité de cet engagement social soit suffisamment haut pour que les campagnes continuent pour vos clients. Oui, d'autant que ça dépend quand même des boîtes, hein, parce qu'en démol ou une boîte du CAC 40, il y a des côtés sexy dans les productions qui ne sont pas les mêmes. Oui. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc Grégoire, comment est-ce qu'on fait ? Alors il y a pas mal de sujets dans la question et dans l'observation qu'effectivement je partage. Alors déjà par rapport à cette problématique alors effectivement il y a déjà les contenus. Une chose dont on peut parler, les contenus sont extrêmement importants et aujourd'hui effectivement on est fortement dépendant de la qualité des contenus qui sont publiés par la marque sur les réseaux sociaux. C'est bien beau de demander aux gens de partager, mais si on partage quelque chose qui n'a aucun intérêt, d'une, le collaborateur n'aura pas envie de le faire, et de deux, effectivement il va vite saturer son réseau. Ensuite, par rapport à la saturation du réseau, effectivement, je suis moi-même un potentiel utilisateur du produit et j'ai absolument pas envie de perdre la moitié de mes amis parce que quotidiennement, je leur partage 50 informations sur ma boîte. Le propos aujourd'hui est de dire qu'une grosse majorité des activités qu'on propose aux collaborateurs d'effectuer sont des actions qui ne vont pas toucher son réseau. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on distingue le partage d'opérations événementielles de la marque ou d'activités de la marque sur son propre réseau des actions telles que des j'aime ou des commentaires qui sont effectués sur les contenus de la marque sur les réseaux sociaux. Je partage pas un contenu quand je fais ça. C'est-à-dire que je crée un engagement sur le contenu de la marque. L'objectif ici, il n'est pas de toucher mon réseau, il est de créer de l'engagement sur les contenus de la marque et donc d'adresser une meilleure proportion de sa base fan. Enfin ça marche sur Facebook, mais sur Twitter, il s'agit quand même de tweeter ou de pas tweeter. Il n'y a pas 36 solutions quand même. Hein. C'est plus Twitter. Non, mais effectivement, Twitter peut être touché par le cas et on peut également penser aux réseaux professionnels, que ce soit LinkedIn, le Viadeo, qui sont également des réseaux avec lesquels on travaille. Après, il appartient aussi aux collaborateurs de se fixer une limite. Nous, on ne cherche justement pas à créer des robots. L'objectif, c'est pas du tout de proposer à la marque connecter l'ensemble des comptes de vos salariés et derrière, on fait des likes et des commentaires automatiques. Sinon, d'ailleurs, on aurait proposé une automatisation complète du dispositif. Nous, ce qu'on cherche, c'est non seulement à
à fédérer les employés qui le veulent, encore une fois, j'insiste sur cette notion démocratique du produit, à fédérer les employés qui le veulent autour de la communication de leur marque, tout en apportant une valeur ajoutée. On n'a pas juste envie qu'ils mettent des likes et des commentaires en écrivant +1 ou un smiley ou ce genre de choses, on veut qu'ils apportent une vraie valeur dans le dispositif. Et il y a des systèmes de gamification, justement, on a rapidement abordé, qui permettent aussi de valoriser la qualité des publications qui sont faites et qui ne valorisent en l'occurrence pas la fréquence ou le volume de publications qui peut être effectué. Monsieur le business angel, Ilan, ça vous rassure ça ou pas? Ouais, non, franchement, c'est très propre. la réponse est juste aussi. Je reste convaincu que c'est un challenge qu'il n'y aura pas au début. Je pense que c'est un produit qui est relativement facile à vendre aux entreprises. Sincèrement, j'imagine plein d'entreprises l'installer juste parce qu'elles auront bonne conscience de l'avoir. Par contre, sur l'année ou les 2 ans qui arrivent, c'est quelque chose que je traquerai de très près. La résonance et l'engagement de ces employés, et s'ils recommencent, tu vois, s'ils le font qu'une fois. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit effet baguette magique qui peut être un peu, on peut être un peu emballé par ce côté baguette magique quand on est à la tête du web social d'une grande entreprise, parce que tout d'un coup on fait appel aux gens, on se retrouve avec des centaines de commentaires et c'est absolument génial, donc on a tendance à se dire allez, on va faire ça une deuxième, une troisième fois, et peut-être à pousser le bouchon trop loin. Donc il y a aussi toute une notion d'apprentissage qui va se faire, mais je pense que tout simplement, les gens vont vite se rendre compte aussi que les salariés se rebiffent, parce que, à un moment précis, ils n'ont pas envie de mettre leur propre réseau en péril non plus. Donc l'équilibrage va se faire à un moment ou à un autre. Non, mais ce que dit Ilan est très juste, et ça c'est un vrai défi aujourd'hui pour notre produit, c'est de dire qu'aujourd'hui on n'a pas vocation à rentrer dans une entreprise et à y rester un mois. Aujourd'hui, Socorpo, c'est une plateforme qui n'est pas un réseau social d'entreprise, mais qui a vocation à perdurer dans le temps. Et on a coutume de dire en interne que notre travail aujourd'hui, c'est non seulement de le vendre aux marques, mais je confirme ce que dit Ilan, c'est plutôt facile de le vendre aux marques puisqu'elles sont immédiatement intéressées, mais on a un deuxième cycle de vente qui consiste à le vendre aux collaborateurs. Et à le vendre aux collaborateurs, pas pour 1 mois, pas pour 2 mois, mais pour une période beaucoup plus longue. Donc on a une vraie approche d'événementialisation de ce qui se fait sur la plateforme à travers l'attribution des cadeaux. On va par exemple proposer d'un mois à l'autre des challenges d'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde va taper dans le même sens et va agrémenter une sorte de cagnotte qui va permettre derrière, par exemple, de financer une activité associative. On prend l'exemple des Philippines pour le moment. À l'issue de cette période-là, on va tout remettre à zéro et ça va être aussi un challenge d'équipe. On va scinder les équipes entre elles pour gagner, je sais pas moi, chacun va pouvoir gagner à son étage une nouvelle machine à café ou une table de ping-pong ou un baby-foot. Puis après, on va passer sur un format individuel, puis revenir à un challenge d'équipe. Voilà, il y a une vraie nécessité de se renouveler dans le produit et dans les dotations et dans ce qu'on propose, tout en gardant cet esprit culture d'entreprise et idée corporate derrière. Alors la première fois que je t'ai rencontré, Grégoire, en fait, tout de suite, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire avec les médias, et notamment la télévision et la radio là-dessus, parce que, évidemment, dans les groupes médias, imaginons, par exemple, France Télévisions lançant une nouvelle émission de télévision, elle a besoin de faire vivre le Twitter, le Facebook de sa nouvelle émission de télévision, et si elle fait appel à ces dizaines de milliers de salariés, qui pour le coup ont une raison légitime de venir aider la chaîne dans laquelle ils travaillent à promouvoir tout simplement une nouvelle émission, tout d'un coup il y a un accélérateur qui se fait, ce qui pour le coup aujourd'hui ne se fait absolument pas, et je pense que 90% des gens qui bossent à France Télé n'en ont rien à secouer pour parler couramment de ce qui se passe sur les réseaux sociaux de leur chaîne, ce qui est bien dommage. Donc là sur les médias ça peut être vraiment un accélérateur intéressant, parce que pour le coup c'est une information qu'on peut partager avec ses amis, que de dire tiens il y a une nouvelle émission sur la chaîne par exemple ou sur la radio dans laquelle je travaille. Donc je pense qu'il y a un vrai créneau là-dessus. Je ne sais pas ce qu'en pense Ilan et ce qu'en pense Grégoire. Grégoire, pour info, on a déjà rencontré pas mal d'acteurs aujourd'hui, que ce soit France Télé, que ce soit des groupes de radio, des groupes de presse qui sont effectivement intéressés. Par rapport à la problématique télé, il y a un sujet qui est chaud chez nous, mais qu'on n'a pas encore aujourd'hui adressé, c'est le sujet de la social TV, c'est-à-dire du second écran. Aujourd'hui, on n'a pas décidé de se positionner dessus parce que c'est pas notre vocation d'influer sur les live TV des chaînes grâce à leurs collaborateurs. Mais effectivement, pour tout ce qui est promotion des programmes ou des opérations de la chaîne, de la même manière qu'une marque générique d'alimentaire ou d'habillement par exemple, c'est la même problématique d'impliquer ses collaborateurs dans la viralisation de ces messages. Bon, vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes combien? Vous avez levé de l'argent? Comment vous fonctionnez?
Alors aujourd'hui, on est une petite équipe encore, on est 4 personnes, donc des profils techniques, commerciaux et marketing, et on se développe assez rapidement. Le produit est en train de faire un gros gap aujourd'hui. On a un gros socle fonctionnel à travers des connecteurs dans les API vis-à-vis des API de tous les réseaux, donc ça fait beaucoup de boulot à développer et à maintenir. On a une belle roadmap devant nous, des beaux clients qui vont rentrer. Et on prévoit une levée de fonds pour qu'on va attaquer probablement en fin d'année. Enfin, on est déjà en fin d'année, donc plutôt en début d'année prochaine, avec un objectif de levée, on va dire en juin-juillet 2014. J'ai le sentiment, Ilan, a priori, va le confirmer. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué de lever de l'argent sur ce projet-là, en fait. Hein. Ilan ? Ouais. Oui, c'est genre de truc. Au moment où ils vont dire, bon, on y va, je pense que rapidement, il va y avoir et des business angels et des fonds d'investissement, surtout des fonds d'investissement qui vont dire, bon, allez, ok, on tente le pari, on modère un petit peu tout ça pour que tout le monde s'emballe pas sur le produit, et si on est intelligent et si on produit bien cette affaire-là, ça peut être vraiment une belle aventure, Socorpo en tout cas. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de poser une petite question à Ilan, du coup ? C'est ouvert, on y va. D'accord, parce que c'est un sujet qui revient souvent chez nous, qu'on n'arrête pas de nous répéter. On nous dit, votre produit, les gars, il sera encore mieux aux US. Du coup, forcément, j'ai un acteur US en face de moi, j'en profite. Voilà. Et est-ce que tu as vu des concurrents germer ou des choses, des démarches de ce type se développer aux États-Unis ? Ouais, non, ça n'existe pas aux US, à ma connaissance. C'est bon, ça. Non, mais j'allais de toute façon demander à Bertrand tes coordonnées, parce que je pense qu'il y a des choses à discuter aussi avec Jive. Qui fait justement des réseaux sociaux d'entreprise, et c'est un produit très américain, clairement, pour moi beaucoup plus que français. Oui, puis la notion du corporate est tellement développée dans les entreprises américaines, peut-être plus admise qu'en France, que je pense qu'il n'y aura même pas les réticences culturelles qui peuvent y avoir en France là-dessus, donc ça passera. Et je dirais même aussi Asie, Japon. Tu vois, c'est des pays où la culture d'entreprise est tellement forte que ça peut avoir un impact bon, rapide, voilà, Grégoire, tu es arrivé avec une boîte française, tu repars avec une boîte internationale, c'est pas mal quand même. Elle est géniale, cette émission. Elle est bien, cette émission. Marie, est-ce que vous êtes là, Marie ? Parce que si vous avez des doléances, c'est maintenant. Hein. Vous voulez quoi ? Vous voulez la Lune ? Vous voulez Mars ? Vous connaissiez... ça vous parle, ce genre de principe ou pas, de Socorpo ? Vous avez une réaction là, par rapport à ça ou pas ? Oui, alors moi je trouve que le projet est vraiment très intéressant. Alors après, à l'échelle, nous, de notre groupe, enfin de notre petite société, pour l'instant, ce serait pas... Voilà, on est trop petit pour imaginer mettre ça en place tout de suite, mais la démarche est vraiment... c'est vrai que si vous y mettez tous les deux, ça fait pas un énorme buzz là pour l'instant. C'est ça, ça sera assez limité. Je pense que vous le faites déjà. Vous n'avez pas forcément les bons clients pour Grégoire. Pas encore besoin de l'application de Grégoire, donc cette application Socorpo. Un petit mot quand même, il nous reste assez peu de temps. Il nous reste une minute. Juste un petit mot. On avait parlé d'un gap à $1,000 pour les bitcoins la dernière fois, Ilan, en disant tiens, voilà, le gap a été passé des $1,000. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour tes petits bitcoins ? Il est passé, il est monté à 1200. Voilà. Donc est-ce que tu as vendu tes bitcoins ? C'est la question que tout le monde se pose. Non. Ouais. Maintenant, mon credo, c'est get rich or die trying. Alors j'attends. Quel courage, c'est incroyable. Bon, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. En tout cas, c'était vraiment sympa une fois de plus. Ilan depuis Palo Alto, on va se faire coucou comme ça. Moi, j'aime bien. On avait également Marie qui est donc des presses universitaires, électroniques de France, décidément universitaires, je l'aurais placé au moins 150 fois. Hein, le site c'est pef-online.com. Merci beaucoup Marie, et puis bonne chance pour cette aventure-là, Marie Sepchad. Et puis également Grégoire Charles de Socorpo, devenu international dès ce soir. Merci à Benjamin Vincent qui a réalisé de main de maître cette émission. Vous pouvez évidemment la revoir en podcast également, et vous pouvez continuer à donner vos avis avec le hashtag UppyTV. On se retrouve dans une quinzaine de jours, on sera le 17 décembre. Salut à tous, merci.